Et si je vous disais que vous luttez peut-être contre votre nature profonde depuis des années, que votre fatigue chronique, votre manque de productivité ou encore vos problèmes de santé viennent peut-être simplement du fait que vous vivez en décalage avec votre horloge biologique. Par exemple, on le sait tous, on vit dans une société qui glorifie les lève-tôt. Sur Instagram, chaque jour, vous allez vous voir rappeler qu'il vous faut vous lever à 4 h du matin pour prendre une douche froide, aller courir 20 km et ensuite vous mettre à créer 2 startups, tout ça en une seule matinée. Cependant, ce que la science nous dit, c'est quelque chose de complètement différent. Pour être productif, pour certaines personnes, ce que je viens de vous énumérer comme morning routine, c'est la bonne. Par contre, il y a seulement à peu près 20% de la population pour qui ces conseils pourraient être parfaitement adaptés. La plupart des autres gens, ils ont des horloges biologiques qui sont complètement différentes. Par exemple, moi, le moment où je suis plus productif, c'est entre 16 et 21 heures. Le moment où d'autres personnes, comme les loups, sont les plus productifs, c'est entre 22 h et 2 h du matin. Chacun a une horloge biologique différente qui va avoir des impacts drastiques et énormes sur à quel moment est-ce qu'on doit tous faire les actions qui nous importent. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est les chronotypes et plus généralement la chronobiologie, la chronoproductivité si on veut. C'est la science de savoir toujours quand faire les actions qu'on veut faire pour être au maximum de notre performance en faisant ces actions. Donc dans cette vidéo, pour vous présenter tout ça, je vais d'abord vous parler de toute la biologie qu'il y a derrière cette théorie des chronotypes, donc en vous parlant de comment fonctionnent nos hormones et également quelle partie dans le cerveau régule ces hormones, etc. On verra également la composante génétique des chronotypes. Une fois qu'on aura vu ça et un petit rappel historique sur d'où viennent les chronotypes et quel est le paysage scientifique derrière cette recherche, on passera à une seconde partie dans laquelle je vais vous présenter les 4 chronotypes qui sont communément admis aujourd'hui et les caractéristiques et les conseils principaux pour chacun de ces chronotypes. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, on rentrera dans une partie conseils spécifiques sur quand faire quoi en fonction de votre chronotype. Par exemple, quand être productif, quand faire du brainstorming, avoir des idées, quand se coucher, quand se lever, quand faire une sieste, quand boire du café en fonction de votre chronotype pour que vous puissiez vous optimiser au mieux. Toutes mes sources seront dans la description et je vais essayer au maximum de parler sur des prémices assez solides basées sur la science parce qu'on parle quand même de santé ici. Tout ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première star dans tout ce paysage, c'est le NSC, le noyau suprachiasmatique. Ce dernier, il se situe au niveau de votre hypothalamus dans votre cerveau. Le rôle de ce NSC, c'est d'agir comme une horloge principale. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les signaux externes de l'environnement, par exemple la lumière qui passe par vos yeux, pour savoir si c'est le jour ou la nuit, et ensuite, il va coordonner tous les autres rythmes de votre système autour de son rythme principal à lui. Voilà par exemple une image d'un graphe de tout ce qu'il peut réguler dans le corps. Il va réguler par exemple le niveau de cortisol, donc disons d'alerte dans la journée. Également le niveau de mélatonine, à quel point vous allez vous sentir fatigué. Il va réguler énormément d'hormones et de paramètres dans votre corps, votre température corporelle, votre pression artérielle, etc. Ce qui va vous permettre de vous sentir plus ou moins fatigué, énergique et autres à différents moments de la journée. Et le coordinateur central de toute cette opération, c'est lui, le NSC, le noyau suprachiasmatique. Ok, donc maintenant on sait que le NSC, c'est l'horloge biologique principale de notre corps. C'est lui qui régule comment notre corps va fonctionner, plus ou moins, en fonction des rythmes circadiens. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que ce NSC est programmé? Quelles instructions est-ce qu'il suit? Eh bien, on a déjà un élément de réponse qui est le gène PER3. Si c'est un gène, il y a déjà un truc important à noter ici, c'est que c'est un paramètre qui est purement génétique. C'est-à-dire que si vos parents ont tous les deux, par exemple, un tel chronotype, un chronotype dauphin, vous allez très certainement avoir vous aussi le chronotype dauphin. C'est un truc génétique. Donc si vous ne savez pas quel est votre chronotype, vous pourrez regarder celui de vos parents et savoir quel est probablement le vôtre. Bref, ce gène PER3, on l'a découvert dans une étude publiée en 2004 qu'il avait une influence sur la durée et la profondeur du sommeil, particulièrement sur le sommeil lent profond. Un peu plus tard, en 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait différentes variantes du gène PER3 et que chacune de ces variantes correspondait à un chronotype différent, autrement dit à un phénotype différent sur le niveau d'énergie, de sommeil et de capacité de concentration au travers de la journée. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment fonctionne ce gène PER3 pour réguler justement l'activité du NSC? Eh bien, le gène PER3, il va s'activer de manière cyclique en produisant des protéines. Et donc, il va produire des protéines dans les cellules du NSC, ce qui va ensuite avoir toute une cascade de réactions en chaîne, qui va ensuite avoir pour effet de réguler, d'une manière ou d'une autre, les différents niveaux d'hormones et de paramètres biologiques dans notre corps. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est des cycles protidiques qui sont gérés et encodés dans le gène PER3, qui vont ensuite avoir une influence sur le NSC dans ces cellules, qui va ensuite lui-même, le NSC, réguler le reste du corps pour qu'on soit plus ou moins réveillé au courant de la journée. L'historique scientifique autour du gène PER3, il est assez intéressant parce qu'en fait, c'est très récent, toute cette science. C'est seulement en 1970 qu'on a découvert pour la première fois qu'il y avait des gènes
qui était en lien avec la régulation des rythmes circadiens. On l'a découvert en premier chez la mouche. Et puis ensuite, en continuant à fouiller dans le génome de la mouche, on a trouvé qu'il y avait d'autres gènes complémentaires. C'est-à-dire qu'au début, on a trouvé seulement le PER, ensuite on a trouvé le PER2, le CRY, le B-1, le CLOCK, il y en avait plein des différents, que des gènes qui avaient un impact sur la régulation des rythmes circadiens. Et puis ensuite, dans les années 1990-2000, avec en 2004 cette étude dont on a parlé au début, on a découvert le même type de gène chez les mammifères et chez les humains plus particulièrement, avec la découverte du PER3, dont on a déjà parlé. Et ensuite, il y a des études assez intéressantes qui ont été publiées du coup sur les différentes versions du gène PER3, dont certaines qui montrent que par exemple, il y a une des variations du gène PER3, celui qui correspond au chronotype dauphin, qui va avoir pour effet de créer des insomnies assez fréquentes, ou en tout cas de causer des insomnies et de faire en sorte que les gens qui possédaient ce gène arrivaient beaucoup moins bien à dormir tout simplement. Et ensuite, la dernière étude principale, la plus intéressante peut-être publiée dans ce domaine, c'est celle de Jessica Rosenberg. Elle publie en 2014 une étude qui montre qu'il y a différentes variations donc, du gène PER3 qui correspondent réellement à différents chronotypes. Voilà, donc c'est un champ de recherche maintenant en biologie qui est assez actif, disons, la chronobiologie. Et voilà, ça me semblait intéressant de faire tout ce rappel pour que vous compreniez réellement les prémices sous-jacentes à une théorie qui peut paraître un peu farfelue de dire OK, il y a 4 types, de chronotypes qui existent, voilà votre planning idéal en fonction de ça, vous allez le trouver grâce à un quiz en 20 questions. Oui, OK, là ça fait un petit peu supercherie et truc pseudo-scientifique, mais en réalité, il y a vraiment, une littérature scientifique derrière qui soutient la plupart des points qui sont avancés. Bien que, et je tiens à le préciser, la plupart de l'approche du reste de la vidéo, ça va être simplement des généralisations et des, relations de corrélation plutôt que de causalité. Pour résumer, ce début de vidéo qui, je l'espère, a été assez digeste, l'idée c'est que, en gros, chaque chronotype a ses propres courbes hormonales, et de blood pressure et cetera, au cours de la journée, qui sont régies par une horloge biologique centrale qui est le NSC. Et ce même NSC, il est, paramétré, encodé par, un gène qui s'appelle le PER3, qui est différent en fonction des personnes, donc qui vient de nos parents parce que c'est génétique, et donc qui va influencer, voilà, la programmation du NSC, qui va lui-même influencer tous les autres cycles de notre corps pour nous, rendre plus ou moins éveillés ou endormis au cours de la journée. OK, maintenant que vous comprenez le mécanisme d'action principal des chronotypes, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus en détail les différentes hormones qui vont avoir un impact sur notre rythme circadien. La première hormone, c'est la mélatonine. Elle est sécrétée par la glande pinéale et elle, son rôle, c'est de vous faire sentir, fatigué. Dès qu'elle est libérée, elle va se connecter à des récepteurs dans votre cerveau et fou, vous allez vous sentir un peu fatigué, l'endormissement arrive, toutes les réactions biologiques en chaîne que vous connaissez par rapport à l'endormissement commencent à se mettre en place. C'est l'hormone du sommeil et elle est généralement libérée donc en fin d'après-midi quand on commence à se sentir fatigué, mais ça va dépendre du chronotype. Et généralement, elle va diminuer avec le réveil. Le café, par exemple, l'effet d'action de la caféine, ça va être de se connecter sur les récepteurs de la mélatonine pour chasser la mélatonine justement, empêcher de la nouvelle mélatonine de se connecter à ces récepteurs, donc de fatigue concrètement, et donc vous faire vous sentir artificiellement réveillé. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand les molécules de café se détachent, de caféine se détachent donc des récepteurs de mélatonine, il y a beaucoup de mélatonine qui a été accumulée aux alentours, disons, et donc, dès que la caféine se détache, toute la mélatonine qui était chassée va venir se reconnecter. Bah, ce qui se passe, c'est qu'on est crevé. C'est pour ça qu'on a, le pic du café et après le trou du café. Il faut reprendre un autre café pour chasser en fonction, mais après on construit une tolérance, construit encore plus de récepteurs de mélatonine et voilà, c'est un cercle vicieux. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que marche la mélatonine et ça va donc, influencer sur votre niveau de fatigue. La seconde hormone qui est très importante, c'est la cortisol. Elle est générée donc par les glandes surrénales et cette hormone, en gros, c'est l'hormone du stress. Elle va gérer la vigilance et l'énergie. Elle a logiquement, la plupart du temps, en tout cas chez les ours, elle est, bah, je pense 90 des profils, non, ou 70 des profils, elle va avoir un gros pic, de cortisol, en début de journée pour vous réveiller, vous activer, activer tous vos systèmes et tout. Et puis elle va décroître, progressivement tout au long de la journée, ce qui fait que vous allez, être de plus en plus fatigué et là la mélatonine, elle augmente en fin de journée, ça prend le relais. Voilà, c'est comme ça que ça marche. La troisième hormone, c'est la sérotonine. Bon, elle est super connue comme étant l'hormone du bonheur, si vous avez déjà lu des livres là-dessus. Bon, effectivement, elle stabilise l'humeur, et également la vigilance tout au long de la journée. Hem, En fait, il y a un truc assez intéressant en lien avec le sommeil et les cercles circadiens, c'est qu'il y a une petite partie, de la sérotonine qu'on produit dans la journée, qui ensuite est transformée en mélatonine au moment de l'endormissement
Et en fonction de si vous faites des actions qui vous apportent, voilà, du bonheur et cetera dans la journée, et ben, vous allez être plus ou moins activé et ça va réguler vos niveaux de cortisol en fonction, enfin, il y a un truc de rétroaction comme ça qui se produit. Donc la sérotonine, ça a quand même un impact assez important sur vos cercles circadiens. Les 2 dernières hormones qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont l'adrénaline et la noradrénaline. Bon, bah, ça, c'est, des hormones qui sont émises quand vous avez un stress intense et vif ou une activité physique extrêmement intense. Bah, l'objectif, c'est de vous donner un boost d'énergie temporaire, mais attention, ça peut également perturber évidemment le sommeil si c'est généré tardivement, et si vous êtes un dauphin, vous en rendrez compte plus tard dans la vidéo, ce que vous êtes, mais si vous êtes un dauphin, alors on va vraiment se servir de cette adrénaline parce que vous allez voir, on en a besoin pour fonctionner. Je dis «on» parce que je suis dauphin. On a presque fini avec la partie un peu mise en place du contexte et biologie et cetera, parce que j'aimerais simplement vous parler du mot chronotype en tant que tel, d'où est-ce qu'il vient, et à quoi il correspond, disons. Et bah, le mot chronotype à l'origine, ça vient pas de la médecine, mais ça vient plutôt de la psychiatrie et de la psychologie. Parce que le terme, il a été, dit pour la première fois en 1920 par un psychiatre allemand du nom de Ernst Kretschmer, comme ça, parce qu'il avait observé, de manière statistique et empirique, chez ses clients, différents, types de, sommeil, de rythme de sommeil et cetera. Et donc il a dit: «Bah, voilà, il y a différents chronotypes». Et puis ensuite, voilà, il s'en est suivi toute l'histoire que je vous ai racontée avant, jusqu'au moment où on a commencé à faire le lien entre les cercles, enfin les rythmes circadiens, la biologie du cerveau et les chronotypes. On s'est dit: «Oh beh, ça match, super». Et donc il y a eu, voilà, pas mal d'avancées que je vais vous skipper. Et puis, et ben, on a eu un mec qui a vraiment popularisé le sujet, qui s'appelle Michael Breus. La plupart des choses que je vais dire ensuite dans cette vidéo, viennent de lui. Là, toutes mes recherches, sont un peu indépendantes, disons, sur, la biologie et cetera. Mais tout le reste de la vidéo, c'est en réalité un résumé plus ou moins de son livre The Power of When. Parce que Michael Breus, c'est lui qui est parti de toute la biologie, du sujet, pour en faire une approche un petit peu simplifiée avec 4 grands types et cetera. Et donc il a créé les 4 chronotypes qu'on connaît aujourd'hui comme étant le lion, l'ours, le loup et le dauphin. Il a pris des animaux qui avaient un comportement biologique similaire à celui qu'ont chacun des chronotypes et puis il les a associés et il en a fait tout un livre, une méthode et aujourd'hui, c'est sa vache à lait, clairement. Michael Breus, il est un petit peu contesté parce qu'en fait, à la base, c'est un psychologue, il a un PhD en psychologie, clinicienne, mais il a jamais fait d'études de médecine ou quoi. Cependant, il est quand même approuvé, par, je sais pas, l'Institut de la médecine, du sommeil et tout aux États-Unis. Puis globalement, il a un livre qui est bien sourcé, avec des bons prémices donc voilà. Moi je donne du crédit à toute l'approche que je vais vous dire, dans cette vidéo, en tout cas. Waouh, c'est bon, on a fini la première partie de cette vidéo, on peut passer enfin à la deuxième, qui est la plus intéressante. C'est quoi les 4 chronotypes principaux et comment connaître le vôtre? Bon, comment connaître le vôtre? Honnêtement, j'ai pas envie de faire une vidéo où je vous pose des questions, je vous dis répondez avec un cœur, un triangle ou un carré sur votre feuille et ensuite comptez vos carrés. Je vais plutôt vous rediriger directement vers le site, de justement Michael Breus qui s'appelle Sleep Doctor. Je vous mettrai le lien juste en description et vous pouvez mettre pause dans la vidéo et aller passer le test pour connaître votre chronotype. Vous aurez à répondre à, je sais pas, une quinzaine de questions à peine, et ça va vous donner le type, en tout cas, qui est le plus probable pour vous selon les réponses que vous avez données. Sachant que vous pouvez aussi, découvrir votre, type simplement en écoutant les 4 types que je vais vous expliquer, parce que vous vous reconnaîtrez forcément plus dans un ou dans 2 types. Et ensuite, vous pouvez également regarder vos parents parce que comme je vous disais, c'est génétique. Donc si vous voyez que vos parents ont des insomnies de malades et tout, peut-être que vous pourrez, mettre des hypothèses, disons. Commençons par le premier chronotype, c'est celui de l'ours. Il y a à peu près 50 d'ours dans la population, donc vous avez une chance sur 2 d'être dans ce type-là si vous regardez cette vidéo. Je vais maintenant vous présenter la journée idéale des ours. Si là vous ne vous reconnaissez pas dans le chronotype de l'ours, alors je vous recommande peut-être de passer directement au chronotype suivant et de pas écouter la section qui va venir parce que là je vais simplement détailler en fait la journée idéale qu'il vous faut suivre pour un ours. Donc ça risque d'être un petit peu rébarbatif si c'est pas votre chronotype. Les ours, ils ont un chronotype qui est assez simple. C'est simplement que c'est un chronotype qui est parfaitement aligné sur le lever et le coucher du soleil. Ils ont des hormones qui sont parfaitement réglées. Ils ont, le matin un pic de cortisol qui va les réveiller. La cortisol, petit à petit, elle va descendre. Ils vont commencer à se sentir fatigués en début, milieu, fin d'après-midi, soirée, ils sont un peu plus fatigués. Et puis ensuite, ils ont leur mélatonine qui kick au bon moment en fin d'après-midi. Ils sont fatigués, ils arrivent à dormir. Et puis ensuite, dans leur sommeil, ils ont un sommeil réparateur. Il leur faut quand même 8 heures de sommeil. Ils ont toujours l'impression de ne pas dormir assez, mais en réalité, ils fonctionnent très bien, tout le temps, quoi. C'est autour d'eux que littéralement toute la société est construite. Si on est au boulot à 9 heures, c'est à cause d'eux ou grâce à eux, je sais pas. Parce que c'est eux qui régissent en fait toute la société, tout est construit autour d'eux. Alors que vous allez voir par exemple, que pour les loups ou les dauphins, c'est un peu plus horrible parce que les loups, eux, ils sont productifs entre, plus ou moins 21 heures et 3 heures du mat.
Donc si on travaille à ces heures-là, on travaille complètement en décalé avec les autres, mais si on va au boulot et qu'on essaie de travailler à 9 heures et qu'on est un loup, c'est l'enfer. Bref, donc les ours, si vous êtes ours, vous êtes pas mal avantagés quand même dans la société, surtout si vous avez un boulot classique. Au niveau de la journée idéale pour un ours, eh bien, je vais vous afficher à l'écran à la fois la journée idéale, le planning que l'auteur recommande dans son livre, et également la master clock qu'il recommande dans son livre aussi, qui vous détaille, si vous voulez faire une action, quand est le meilleur moment pour la faire. Donc vous pouvez l'imprimer chez vous, pour l'avoir. Voilà, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez voir, la journée idéale. Moi, je vais simplement vous la résumer en quelques grandes lignes. Donc l'idée, c'est de vous lever avec le lever du soleil, donc aux alentours de 7 heures, et de vous coucher également entre, 22 et 23 heures avec, dans l'idée, le coucher du soleil. Et ensuite dans votre journée, d'ours, ce qu'il va vous falloir faire, c'est en fait, voilà, votre moment le plus concentré, ça va être environ entre, 10 heures et 14h30. Donc il faut que dans cette période-là, vous mettiez les actions les plus importantes, les plus productives. Du coup, le matin avant 10 heures, vous pouvez faire des actions beaucoup plus légères. Si vous arrivez au boulot vers 8 heures, 9 heures, jusqu'à 10 h 30, 11 heures, vous pouvez faire des tâches un peu plus opérationnelles ou qui demandent pas beaucoup de concentration, et toutes vos tâches les plus complexes le midi, enfin aux alentours de midi, juste après quoi, entre 10h30 et 14h30. Au milieu de ça, vous pouvez faire une petite balade, vous pouvez, manger, un repas qui est pour les ours, ils recommandent en gros, 2 fois moins gros le midi, et encore 2 fois moins gros le soir. Donc un gros petit déjeuner, moyen midi, petit soir, au niveau de la quantité des repas. Et ensuite, vous allez avoir l'après-midi où vous allez avoir un crash d'énergie, donc vous pouvez faire une power nap après, 14h30, donc de 14h30 à 15 heures par exemple, power nap, si vous pouvez. Et sinon ensuite l'après-midi, vous avez un bon mood mais pas d'énergie, donc c'est le moment pour faire des appels, des emails, des trucs comme ça, niveau boulot. Et après, le planning social, classique est parfaitement adapté pour vous, parce que c'est vous qui l'avez créé plus ou moins. Donc quand vous rentrez chez vous le soir, vous pouvez voir vos amis ou bien, partir faire du sport si vous n'avez pas fait le matin, et puis, manger et puis ensuite socialiser avec des amis pendant 2 heures quoi. Et à 22 heures, vous commencez à avoir une période de wind down quoi, de waouh, on se pose, et puis ensuite vous allez vous coucher entre 22 et 23 heures. Voilà pour la master clock des ours. Passons au second, chronotype qui est celui des lions. Donc les lions, c'est ces horribles personnes qui créent les réels Instagram qui nous font tous culpabiliser sur, «Je me lève à 4 heures du matin, je prends une douche froide, j'écris 2 nouvelles startups et je revends, un business pour 8 millions». Tout ça avant midi. Non, sans déconner, la biologie derrière le fait que ces gens, sont ultra productifs le matin et peuvent se réveiller très tôt, c'est qu'ils ont un énorme pic de cortisol le matin, donc ils sont super alertes directement, et puis ils ont une mélatonine qui se libère assez rapidement. Donc en fait, ils sont super productifs dès le réveil, plus ou moins. Donc du coup, la journée idéale pour les lions, ça va être de se lever plutôt vers 5h30, donc assez tôt, profiter de ce moment-là. Dès le réveil, faire pourquoi pas un petit peu d'activité physique, manger un petit déjeuner protéiné, ça change pas trop en fait en fonction des profils. Ensuite, vous pouvez faire de la grosse réflexion stratégique, planification, organisation de données, tout ça. Vous pouvez aussi méditer à ce moment-là. C'est le moment parfait pour faire des trucs un peu conceptuels gros. Ensuite, si vous avez une famille et tout, bah, là, vous rattrapez le rythme de la famille. Donc, je sais pas, vous pouvez avoir du sexe, faire, manger, emmener vos enfants à l'école, tous ces trucs-là. Et ensuite, là, bah, vous pourrez, en tout cas le matin, jusqu'à midi plus ou moins, être productif et donc faire des activités pour être productif le matin, quoi. Tout ce qui est ensuite l'après-midi, entre, 13 heures et 17 heures, 18 heures, là, ça va être plutôt, un truc créatif. Vous avez moins d'énergie, donc c'est le moment pour, brainstormer, lis écouter de la musique, lire, tout ça. Ensuite, quand vous rentrez du boulot, de 17 heures à 18 heures, c'est le meilleur moment pour, faire du sport, donc faites-en à ce moment-là si vous pouvez. De 18 heures à 19 heures, c'est le meilleur moment pour dîner, et puis ensuite vous pouvez socialiser un petit peu, mais essayez, d'être dans votre lit en train de dormir, pas après 22h30, parce que vous allez vous réveiller très tôt le lendemain et que dans tous les cas, votre mélatonine est au max et votre cortisol est au minimum, donc c'est le moment pour commencer à dormir aux alentours de 22h30. Chronotype suivant, ça va être celui des loups. Bon, les loups, on le sait, ce sont des animaux qui sont nocturnes. Donc, leur pic de productivité à eux, c'est plus ou moins entre 21 heures et 2 heures, 3 heures du mat. Donc, vous voyez, c'est complètement inversé par rapport aux autres. Et bah, la logique derrière ça, vous l'aurez compris, c'est à peu près la même chose que tout le temps. Et ils ont un pic de cortisol qui kick in en fait assez tard dans la journée, et donc qui garde des niveaux de cortisol assez élevés jusque justement minuit, 1 heure et tout.
Et le niveau de mélatonine, par contre, lui, il monte seulement il monte seulement, pardon, en toute fin d'après-midi. Il commence à monter à ce moment-là, tandis que les autres, ils commencent à monter quasiment à midi le niveau de mélatonine. Donc là, vous voyez qu'on a un gros retard et donc c'est pour ça qu'on est plus alerte la nuit quand on est loup. Donc voilà, l'idéal quand même quand on est un loup, c'est de, si possible, être dans un environnement qui est flexible, qui nous permette de travailler quand on veut, de rendre le travail, quand on en a besoin et si possible, d'avoir aussi une famille qui soit, aussi des loups, voilà, un compagnon, une compagnonne, loup, ou bien dauphin, on va voir ce que c'est juste après. Parce que si on a un loup et un lion qui sont ensemble, bah, ils vont jamais se croiser, quoi. Au niveau de l'emploi du temps idéal pour les loups, donc là, je vous en mets un à l'écran qui est celui qu'il recommande dans son livre, mais c'est un emploi du temps qui est adapté aux contraintes de la vie. Donc, ça considère que vous devez être au boulot, en gros, entre 9 heures et 18 heures, comme tout le monde, quoi. Donc, du coup, ça fait un truc qui est vraiment sous-efficient pour vous. Donc, je vais plutôt vous donner les grands principes. Et puis, si vous êtes du coup freelance ou à votre compte ou autre, ce sera beaucoup mieux d'adapter en retardant un peu tout, quoi. Globalement, l'idée, c'est d'éviter les engagements tôt le matin. Le matin, le garder pour planifier votre journée, pouvoir commencer à être prêt, faire les tâches qui ne demandent pas de concentration, écouter de la musique, lire, etc. Que des tâches un petit peu basse énergie, quoi, à cet endroit-là. Également, l'idée, c'est de pas avoir de café le matin, sinon ça va vraiment, détruire vos rythmes de mélatonine, de cortisol, donc pas de café. C'est pas grave si vous êtes endormi, c'est normal quoi, c'est votre rythme. Essayez de manger que des protéines, sinon ça va, en fait, jamais vous réveiller dans la journée. Donc le plus de protéines possible, le moins de glucides possible, en tout cas le matin. Et puis ensuite, vous aurez votre pic de concentration, vous, en fin d'après-midi et puis en soirée, quoi. Donc, bah, si vous pouvez faire toutes vos tâches créatives assez intenses et cetera, soit très tard le soir dans votre journée de travail et donc essayer de quitter le bureau vers 20 heures ou je sais pas, le plus tard possible, quoi. Ou si vous allez pas au travail, clairement travailler la nuit, même manger avec votre famille et puis ensuite commencer à travailler sérieusement pendant 3 4 heures jusqu'à minuit 1 heure. Je pense que c'est le truc le plus adapté et puis ensuite, vous pouvez vous coucher tard entre minuit et 1 heure pour respecter votre chronorhythme. Dernier type de chronotype, c'est celui des dauphins, c'est aussi le mien. Les dauphins, honnêtement, ils sont fucked up. Voilà, il faut le dire. Très concrètement, c'est littéralement à l'inverse de tous les autres types. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle les dauphins? Les autres, c'était assez parlant, les loups parce qu'ils sont la nuit, et cetera, les ours avec le soleil. Parce que les dauphins, en fait, quand ils se reposent, il y a toujours une partie de leur cerveau qui est active. Il y en a toujours une qui est éteinte, une qui est allumée. Donc ça se repose, il y en a toujours une qui est active pour être vigilant aux dangers autour d'eux. Et ben nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en état d'alerte. On est des dormeurs ultra légers, au moindre bruit, on peut se réveiller. On est très sujet, à l'insomnie et notre, cerveau, il est en ultra vigilance et ultra activité la nuit et c'est assez drôle parce que quand tu regardes les graphes et la science derrière du coup ce phénomène-là, pourquoi est-ce qu'on fait des insomnies et tout, c'est parce que notre corps, notre, NSC, il a décidé que il allait foutre la merde, il allait augmenter les niveaux de cortisol pendant la nuit. Donc juste avant de dormir, le pic de cortisol, il arrive, donc nous toute la journée, littéralement toute la journée, on est fatigué, on met entre 2 et 5 heures à se réveiller. Vraiment, c'est le chiffre, quoi et une fois qu'on est réveillé, et bah, la nuit, quand on est prêt à aller dormir, bam! La cortisol, ça kick in et donc du coup, ça fait que pendant la nuit, on est les seuls pour qui la température corporelle augmente et la pression artérielle augmente. C'est n'importe quoi. Sachant que les autres, c'est l'inverse et c'est comme ça qu'on est censé se reposer. Nous, on se repose pas et c'est un c'est un peu la merde. Donc du coup, comment est-ce qu'on essaye de composer avec tout ça? Et ben notre planning idéal à nous, c'est de se réveiller à 6h30 et de commencer directement par du sport. Parce qu'il nous faut de l'adrénaline, de la cortisol, pour pouvoir un peu se réveiller. Donc du sport assez intense, avec des gros muscles superficiels. Voilà, un tout petit peu quoi, 5 entre 5 minutes et 30 minutes. Aller prendre la lumière du jour direct, faire le max. Ensuite se mettre, devant l'ordi et là ensuite on peut faire des tâches, plutôt créatives, brainstorming, lecture, des trucs qui demandent pas trop d'énergie en fait, tout simplement. Le café, on peut le prendre vers 9 heures. On prend un petit déjeuner, protéique, un peu comme les autres. Voilà, on peut prendre de la lumière du jour, à la mi-journée. Si on est dans un bâtiment, il faut sortir pendant la pause déj, disons, essayer de la manger dehors, marcher un peu pour, à ce moment-là et ensuite, là où on commence à pouvoir vraiment bosser, les moments les plus productifs, ça va être entre 16 heures plus ou moins et à peu près 22-23 minuit quoi. C'est à peu près dans cette zone-là qu'on est le plus productif. Donc de 16 à 20, c'est le moment pour vraiment faire le heavy lift de la journée, quoi. Mais si vous avez une journée sociale, de 16 à 18, ça peut être le moment pour, justement travailler beaucoup. Ensuite de 18 à 19, vous pouvez prendre du temps pour vous, genre lire, méditer, être bien. Ensuite, vous passez dans un temps social, vous mangez et cetera et après le soir, ça peut être une soirée beaucoup plus chill, mais l'idéal en tout cas, c'est au moins 2 heures avant l'heure d'aller se coucher ou 1 heure, ne plus penser à rien. Donc mettre un film, prendre un livre et éclater notre cerveau. Parce que si il est un petit peu actif au moment d'aller se coucher,
C'est mort, on n'arrivera jamais à dormir. Et du coup, les dauphins ont besoin d'un petit peu moins de sommeil que les autres. Généralement, avec 6 heures, elles s'en sortent complètement. Et il y a des études en cours qui pourraient montrer qu'en fait, un cycle de sommeil en fait classique, c'est 4 phases, avec, une phase d'endormissement, une phase de light sleep, deep sleep et REM sleep. Et c'est 90 minutes pour tout le monde, sauf pour les dauphins, qui montrent qu'on pourrait avoir le même nombre de cycles de sommeil en seulement 6 heures plutôt que 8 heures pour les autres. Bon, c'est pas encore, ultra validé et hyper probant comme conclusion, mais voilà, ça reste une hypothèse. Laissez-moi maintenant vous donner des conseils par secteur de vie sur quand faire les activités en fonction de votre chronotype. Je vous recommande vraiment, vraiment d'acheter son livre. Honnêtement, ça coûte, je sais pas, 10 balles un livre. Et vous allez ouvrir toutes les pages et littéralement, il donne des recommandations sur absolument tout. Quand est-ce qu'il faut demander une augmentation? Quand est-ce qu'il faut parler à son enfant d'un truc spécifique en concordant les deux trucs? Quand est-ce qu'il faut avoir du sexe si votre partenaire est loup et que vous êtes dauphin? Et puis voilà, donc achetez le livre et ensuite essayez de dès que vous avez une question sur quand est-ce que je dois faire telle tâche, l'ouvrir et regarder l'heure qui conseille, quoi. Parce que je peux pas tout expliquer dans cette vidéo, ce serait vraiment indigeste, déjà que là, c'est un peu violent. Le premier secteur de vie, c'est, quand est-ce qu'il faut faire l'amour ou le sexe? Alors, la plupart du temps, on associe, cette activité avec le soir, avant d'aller se coucher, enfin voilà, c'est dans le lit et cetera. Mais globalement, dans la plupart des chronotypes, le moment où le niveau de testostérone chez les hommes et les femmes est le plus élevé, c'est le matin. Donc le moment où comment dire? L'équilibre chimique est le meilleur pour faire le sexe, c'est le matin au réveil. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Mais dans le livre, l'auteur le conseille uniquement pour les lions, parce qu'en fait, pour les autres, il nous faut nous réveiller et pour nous réveiller, il faut faire augmenter la cortisol. Or, quand on a un orgasme, ça fait baisser la cortisol, ça fait augmenter la sérotonine. Bref, si en tant que dauphin, on commence à faire le sexe le matin, c'est l'enfer parce qu'on commence à on sera jamais réveillé, quoi. On va se réveiller à 20 heures. Pour, la plupart des autres, l'idéal pour faire du sexe, c'est en gros en rentrant du travail, ou en début de soirée, mais si possible pas juste avant le bedtime parce que ça peut, augmenter le rythme cardiaque, c'est pas le bon cocktail, donc vaut mieux le faire en début de soirée. Globalement pour les autres profils, à part les lions où c'est le matin. Mais globalement, il y a des heures spécifiques en fonction de la compatibilité entre les courbes d'hormones, en fonction de votre chronotype. Vous pouvez voir ça dans le livre, en tout cas, il le dit. Mais évidemment, après, c'est spontané, hein, enfin, on connaît. Maintenant, c'est quoi le meilleur moment pour, planifier quelque chose et rechercher quelque chose? Globalement, c'est là où j'aime pas en fait, ce livre, c'est qu'en fait, il fait des énormes généralités. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, en fait, les dauphins et les lions, ils devraient plutôt être en charge de la recherche et du planning parce qu'ils sont plus minutieux, plus détaillés, tandis que les loups et les ours, ils devraient être en charge de tout ce qui est vision et cetera. Je pense pas qu'il y ait une corrélation qui est évidente, ou qui soit faite de manière statistique, sur les fonctions jungiennes, par exemple, et les chronotypes. J'y crois pas du tout, en fait, donc je pense que c'est de la merde, ce qui est dit à cet endroit-là. En revanche, au niveau du cocktail hormonal, voilà les heures que ça donne au niveau des différents profils. Mais globalement, on se rend compte que pour, tous les profils sauf les ours, il vaut mieux réfléchir aux idées le matin et les mettre en pratique l'après-midi, ou le soir ou la nuit quoi pour les loups. Heu, Tandis que pour les ours, ce sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, réfléchir aux idées l'après-midi et implémenter des trucs le matin. Maintenant parlons de la sieste, la science de la sieste. Bon déjà, disclaimer, ça s'adresse à tout le monde sauf les dauphins. Comme d'habitude, les dauphins, ils ont pas le droit aux siestes parce que ça sert à rien. OK, la théorie de la sieste. Donc, il y a, moult d'études quantitatives qui montrent que faire une sieste, pour plus de 15 minutes, c'est relativement néfaste pour tous les profils. Ça change pas. Parce qu'on rentre dans la deuxième et la troisième phase du sommeil, qui vont être le début d'un sommeil profond, voire même une phase de REM si vous faites 30 minutes de sommeil. Donc c'est horrible, faut vraiment pas aller là, parce que quand vous allez revenir, à la vie, vous allez vous sentir, complètement vaseux et puis en dehors de la sensation, votre cerveau va plus être branché de la bonne manière, quoi. Donc quand on mesure les performances des gens, sur, des tests et cetera, juste après leur sieste, en fonction de la durée de leur sieste, on se rend compte que s'ils dorment pour plus de 15 minutes, c'est la mort. Donc, en revanche, on se rend compte que 15 minutes de sieste, c'est génial. Donc vous pouvez faire des siestes pour 15 minutes. Ou bien, si vous avez fait par exemple, la Zubida, la veille, vous pouvez, faire un cycle complet de sommeil pour 90 minutes, pour, être beaucoup plus focus pour le reste de la journée. 15 minutes, 90, pas d'entre-deux, pas plus de 90, c'est la règle. Si maintenant vous voulez faire la fête le soir et rentrer à 4 heures du mat, comme j'ai fait hier et que là je regrette complètement, alors dans ce cas-là, vous pouvez faire ce que l'auteur appelle une disco nap. La disco nap, c'est quoi? Vous prenez un café avant la sieste, ensuite vous faites un cycle complet de sommeil de 90 minutes. Quand vous vous réveillez, la caféine, la courbe de la caféine sera quasiment au maximum de son pic, ce qui va vous réveiller et vous permettre de pas être dans le coltard juste après et ensuite vous pourrez être méga bien, pour, toute votre soirée. Donc même si vous avez des business meetings ou autres, c'est vraiment la technique à faire. Vous la faites à peu près vers 18 heures.
Comme ça, à 19h30, vous êtes réveillé et hop, vous pouvez aller en soirée comme vous voulez. En revanche, gros disclaimer, l'idée, c'est de toujours enfin l'idée principale en fait du livre, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit plus tôt, c'est de toujours se coucher à la même heure et de toujours se lever à la même heure. C'est le truc le plus important ever. Parce qu'il faut que votre cercle circadien soit réellement un cycle et que vous puissiez toujours garder les mêmes heures. Donc, si vous faites la fête, que vous rentrez à 4h du matin, que votre heure de réveil c'est 6h30 tous les jours, vous vous levez à 6h30. Fuck it, 2h30 de sommeil, ça va faire mal, mais c'est pas grave, il vous faut accepter cette dure journée. Parce que si vous faites du sleepover et que vous vous réveillez à 14h, ce que ça va faire, c'est que ça va vous décaler pour toute la semaine à venir et vous allez vous sentir mal pendant une semaine. Il vaut mieux se sentir mal pendant une journée, vous couchez toujours à la même heure, pas vous coucher plus tôt, vous couchez à la même heure, vous réveillez toujours à la même heure, et comme ça, le jour d'après, vous serez ultra frais. VS, OK, vous êtes un peu mieux le jour où vous dormez jusqu'à 14h, mais après pendant une semaine, vous êtes décalé. Donc, c'est le même principe que le décalage horaire, en fait. Donc il faut vraiment toujours se lever à la même heure, toujours se coucher à la même heure, sans aucune exception. Niveau de fatigue, on n'en a rien à faire, toujours à la même heure. Parce que c'est là où vous verrez, en fait, les bénéfices de respecter votre chronoroutine. C'est que, beh, si vous respectez le truc pendant plus d'une semaine ou 2 semaines, en suivant de manière rigoureuse les heures de coucher, les heures de réveil, les siestes, qu'est-ce qui est recommandé à quel moment, c'est là où vous commencerez à sentir cet afflux d'énergie qui vous vient de toujours faire, les actions au bon moment. Passons au chapitre qu'on attend tous, le café. C'est le sujet que tout le monde attend. Bon, j'ai déjà parlé du mécanisme d'action au début de la vidéo, donc je vais pas revenir trop dessus. Maintenant, c'est quoi le meilleur moment, du coup, pour prendre du café? C'est quand votre niveau de cortisol chute. Et votre niveau de cortisol chute à ces heures-là, marquées sur votre écran en fonction de votre chronotype. Donc c'est le meilleur moment, en fait, pour prendre du café. Il faut aussi comprendre un truc, c'est en fait, des fois, quand on prend du café, on a l'impression que ça a un effet de ouf et c'est vraiment trop bien et des fois, on prend du café et on a l'impression que ça sert à rien et limite, ça nous rend un peu, nerveux comme ça, un peu jittery. Eh bien, en fait, c'est normal, c'est parce que quand on a des niveaux de cortisol qui sont élevés dans la journée, alors le café en comparaison, c'est absolument rien et ça va juste nous rendre un petit peu, mal, quoi. Donc il faut vraiment viser les moments où vos niveaux de cortisol sont au plus bas en fonction de votre profil. Donc pour le dauphin, par exemple, les niveaux de cortisol, ils font ça pendant la journée, parce que pourquoi pas? Donc du coup, il faut qu'on prenne le café dans trois time slots, 8h, 8h30 quoi, 11h et 1h, 2h et puis plus rien dans le reste de la journée. Tandis que les autres profils, c'est plutôt un horaire très spécifique, dans lequel il faut prendre au moment du creux de cortisol. Pour finir cette, vidéo et cette section, c'est quel est le meilleur moment pour avoir de nouvelles idées? Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que quand on fait des scans IRM dans le cerveau le matin et le soir, on se rend compte que le matin, le cerveau, c'est un ouf. Il fait des connexions extraordinaires entre les 2 hémisphères. Il y a plein de liens qui se passent au niveau du corps calleux entre les 2 hémisphères. Il y a plein de consolidation, de connaissances qui se fait à ce moment-là. Bref, c'est le moment où il vous faut être créatif. Donc si vous voulez être créatif, peu importe votre profil, le matin, pendant 2-3 heures, vous pouvez, commencer à faire les tâches les plus créatives à ce moment-là. C'est là où vous aurez les idées les plus originales, si vous sortez du sommeil un peu en avance quoi, de votre rythme, donc vous êtes encore dans une phase de REM sleep, vous pouvez directement vous mettre sur un papier, un crayon et commencer à être créatif. En tout cas, ce sera le moment où, il y aura le plus de connexions originales dans votre cerveau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour avoir un récapitulatif écrit de tout ce que je viens de dire, vous pouvez aller sur mon site, c'est gratuit. Je fais juste des articles avec, chaque vidéo que je publie, donc vous pourrez avoir accès à l'article et au résumé de texte. Je vous recommande vraiment de lire le livre The Power of When pour aller un peu plus en détail dans tout ça. Et voilà, sinon, le défi que j'ai envie de vous lancer, c'est essayer pendant au moins 2 semaines, de suivre votre chronotype idéal, en fonction de ce que vous pensez être. Et au bout de 2 semaines, vous pourrez dire si oui ou non ça vous a aidé. Moi, globalement, quand je le suis vraiment rigoureusement pendant plusieurs semaines d'affilée, je me sens vraiment mieux. Vraiment, j'ai l'impression d'être porté en permanence par plus d'énergie. Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Ça permet de mieux profiter de la vie et de l'existence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!